Salut tout le monde. Alors on vient aujourd'hui pour commencer quelques vidéos de découverte de Pillars of Eternity. Alors je ne parle volontairement pas d'un let's play, parce que je le dis tout de suite, Pillars of Eternity est un jeu qui m'a très profondément déplu. Mais alors vraiment, ça a certainement été la déception. Il est sorti en quoi, 2014, 2015, je sais même plus. Pour moi, ça a été une déception totale ce jeu, et je me suis fait vraiment violence pour arriver à le finir. Parce je l'ai trouvé inintéressant du début à la fin, ce jeu, pour dire, c'est voilà quoi. Mais, malgré tout, on peut quand même le présenter. Donc, Pillars of Eternity, c'est quoi? Je pense que ça, par contre, tout le monde le connaît. C'est un jeu de rôle qui se voulait être l'héritier des jeux Infinity Engine, c'est-à-dire les Baldur's Gate et consorts. Donc avec un système de jeu tout à fait similaire, un système de pause active, des graphismes tout à fait dans le même ton. Un jeu qui n'est pas Donjons et Dragons, mais avec des systèmes qui y font quand même fortement penser. À savoir que c'est Obsidian, hein, me semble-t-il, qui a fait Pillars of Eternity, donc vous pouvez avoir le générique, hein, magnifique. Donc, hein, comme je l'ai indiqué, voilà. Alors, je vais juste vérifier parce que ce jeu m'a tellement pas marqué que je suis même plus sûr que c'était Obsidian, mais si, c'est bien Obsidian. Alors Obsidian, c'est des jeux qui sont quand même connus pour avoir plutôt une volonté de mettre de bonnes histoires et du RP dans ces jeux. Typiquement, ils sont responsables récemment de Tyranny, qui d'ailleurs m'a pas plus convaincu que ça, beaucoup trop de parlotte. Je veux dire, le RP c'est bien, mais quand un jeu fait de la parlotte au lieu du gameplay, là ça devient lourdingue. Mais par contre, ils étaient quand même à l'origine, si je ne dis pas de conneries, de Fallout New Vegas. Ça par contre, c'était bien. Alors on va créer une nouvelle partie. On va jouer en mode normal. Par rapport à Baldur's Gate, donc il y a beaucoup de choses en commun. Il y a toutefois certaines choses qui ne sont pas en commun, et je vous les expliquerai quand on sera en jeu, notamment le système de vie. Alors, on accepte la difficulté. Et vous verrez que l'un des trucs les plus marquants sur ce jeu, vous gagnez pas d'XP quand vous tuez les mobs. Enfin, sauf sur les 10 premiers mobs d'un type. C'est une révolution, mais qui va pas vraiment dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite intro, ou est-ce qu'on va arriver directement sur la création de personnage? Non, normalement c'est la création de personnage, hein, pour commencer. Sur Pillars of Eternity, vous allez créer un personnage. Bon, là je joue en solo, mais de toute façon vous ne pouvez pas jouer à plusieurs, hein, me semble-t-il. Donc vous allez créer un personnage qui sera le personnage principal du jeu. Vous pourrez recruter des PNJ, hein, tout à fait à la façon d'un Baldur's Gate. Des PNJ qui ont 0 charisme et dont l'intérêt sera généralement bon, de vous aider au combat, quoi, parce que en dehors de ça, il y a des quêtes hein, liées aux personnages, mais franchement, je trouve que les personnages, ils ont 0 personnalité, quoi, 0 charisme, voilà, quoi. Mais bon, on va attendre que ça charge pour attaquer cette création de personnages. Les chargements sont quand même relativement longs pour un jeu à la technique quand même relativement pas au top, quoi. Les temps de chargement sont presque plus longs que sur Elex. C'est gênant. Alors on va pas laisser tout le blabla, hein, on va résumer ça. Donc vous êtes dans une caravane
qui part vers la ville de Val-d'Oré. Un peu une espèce de colon vers une zone un peu sauvage. Mais la caravane est prise dans une tempête aux abords de ruines d'une ancienne civilisation. Et elle décide de faire halte parce que ces tempêtes peuvent être créées par des esprits, hein, selon la légende, et ça peut être des tempêtes mortelles. Donc la nécessité de faire halte et de se protéger. Alors on va faire un personnage de type masculin. Vous choisissez votre race. Les humains, bon bah voilà quoi. Alors vous voyez tout de suite ici, vous voyez des bonus liés à ça. Et les bonus ici, c'est pas forcément très clair. Alors les humains gagnent un point de détermination, ce qui reflète sa force intérieure, son courage, son intensité émotionnelle, donc tout ce qui est intimidation, commandement, persuasion, concentration, propriété, volonté, déviation, ok. Puissance. Alors la puissance, c'est assez intéressant. Parce que sur ce jeu, vous n'avez pas une statistique force physique, une statistique puissance intellectuelle, genre intelligence, etc. pour booster les sorts. Pour booster les dégâts, quels qu'ils soient, physiques ou magiques ou à distance, je vais dire mêlé à distance et magique, vous avez la même stat pour tout le monde, c'est puissance. Et elle augmente aussi la guérison. En fait, elle augmente toutes les stats, toutes les puissances de stats offensives, ainsi que la guérison. Donc si vous êtes un guerrier, vous avez une épée à deux mains, vous avez une forte puissance, vous allez taper très fort. Mais si d'un seul coup vous switchez en mage, bon, bah voilà, eh ben vous allez être un mage puissant. Vos sorts vont faire un gros bonus de dégâts aussi. Mais ça on y reviendra. Donc autre race, vous avez les Omoa, donc des espèces de mecs chelous là, hein, voilà. Des êtres puissants et grands qui vivent près des océans. Vous voyez que le bonus racial, c'est puissance plus 2. Donc effectivement, eux, ça va vraiment être des gens qui vont être tournés essentiellement vers le dégât. Pas la conservation, hein, pas la résistance, hein, le dégât. Que vous soyez plutôt cac ou mage ou autre. Et les nains, c'est ultra classique. Les nains sont aussi tout à fait tournés vers le DPS, mais en même temps, ils ont un malus de dextérité. Donc la dextérité agit sur la vitesse d'action des attaques, ainsi que les jets de sauvegarde de type réflexe. Et ils gagnent un point en constitution. Alors la constitution agit sur la santé maximale et l'endurance, ainsi que les jets de sauvegarde de type robustesse. Sachant que puissance donne aussi des jets de puissance, des bonus aux jets de sauvegarde de robustesse. Donc le nain a beaucoup de bonus au jet de sauvegarde robustesse. C'est-à-dire le nain, il encaisse, hein, techniquement. Il tape. Par contre, il a 0 réflexe. Hein. Donc le jour où vous devez esquiver une attaque via votre jet de sauvegarde de réflexe, bah là, avec un nain, vous aurez peu de chances d'y arriver. L'elfe, gracile et tout, bah, lui, c'est de la dextérité. Donc il agit plus rapidement au combat, il a de meilleurs réflexes, et de la perception qui permet de remarquer les détails et la précision. Vous avez la propriété défensive déviation et réflexe, donc déviation c'est un petit peu parage, blocage. Donc là l'elfe il a un peu plus de bonus défensif, il a un bonus d'interruption, donc vraiment quelqu'un plus avec des bonus défensifs et une vitesse d'attaque un peu améliorée. Par contre, il n'a aucun bonus aux dégâts ou à la puissance, hein, ou à l'encaissement de manière générale. Les Orlans, une espèce de nabots chelous, qui ont l'air d'avoir des poils particulièrement hirsutes. Eux sont déterminés, donc la volonté comme les humains. Ils sont peu puissants. Donc ne les utilisez pas pour des dégâts. Par contre, ils sont très perceptifs. Donc beaucoup plus de précision et de blocage et de parade et d'esquive.
Et enfin, les divins, avec leur tête chelou. Sachant que pour chaque race que vous allez choisir, il y aura une sous-race associée. Donc les divins sont doués de caractéristiques physiques associées aux dieux. Donc ils peuvent avoir une tête enflammée, une tête de lune, ou bon voilà quoi. Et ont des pouvoirs mystiques spécifiques. Donc ils ont plus 1 en dextérité et plus 1 en intelligence. Alors l'intelligence sur ce jeu, contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, l'intelligence peut être utile pour tous les personnages qui font des dégâts AOE. Parce qu'en fait, l'intelligence, déjà elle agit sur les jets de sauvegarde de volonté, contre tout ce qui est domination, etc. Mais surtout, l'intelligence va directement affecter la durée de vos dots, ou de vos hottes, bref, de toutes vos capacités sur la durée, et elle augmente le rayon des AOE. Elle n'augmente absolument pas, l'intelligence, les dégâts magiques ou les capacités magiques. Par contre, elle augmente le rayon des AOE. Et ce qu'il faut noter par exemple, c'est que vous verrez, après on choisira une classe. Parmi les classes, il y a la classe barbare, qui a un skill qui lui permet de faire de petites AOE quand il frappe. Eh ben, un barbare gagne donc beaucoup à avoir pas mal d'intelligence, parce que ça augmente le rayon de ses AOE. Donc le système de caractéristiques sera à prendre autrement, mais on le verra plus tard. Donc, personnellement, moi j'aime la baston, la bonne vieille baston. Et les nains c'est bien. Les humains c'est bien, ils ont de la puissance, ils ont de la détermination. Mais on va prendre un nain parce que les nains c'est bien. Donc une fois que vous avez choisi votre race, vous avez des sous-races. Donc vous pouvez avoir 2 sous-races pour les nains, pour les divins, vous pouvez avoir 4 sous-races. Alors les divins c'est vraiment une race à part, une race vraiment originale. C'est les divins de la mort, leur tête de cul là, qui ont un deuxième racial qui est lorsqu'ils attaquent un ennemi dont l'endurance est inférieure à 25%, il fait plus de dégâts. Le divin du feu, en dessous de 50% d'endurance, il brille comme du métal et donc il accroît la réduction de dégâts et fait des dégâts de feu très légers à tous les gens qui le frappent. Le divin de la lune, lui aussi une tête de cul, à chaque rencontre, lorsqu'il passe sous les seuils d'endurance, donc s'il passe à 25%, à 50% et à 25%, ça lui permet de régénérer de l'endurance ainsi que celle de ses alliés. Donc, pourquoi pas. Et divin de la nature, il a un bonus de puissance, de constitution, de dextérité lorsque il est à moins de 50% de son endurance. Alors l'endurance, c'est pas la santé. On y reviendra. En fait, il y a 2 barres de vie sur Pillars of Eternity. La barre première qui est l'endurance et la barre totale qui est la santé. On y reviendra tout à l'heure. Donc lui, quand il est faible en endurance, il gagne un bonus de puissance, de constitution et de dextérité. Le problème, c'est que le jeu ne vous dit absolument pas quel est ce bonus. Si c'est un bonus de 1, clairement, ça sert limite à rien. Si c'est un bonus de 3, c'est intéressant. Mais le jeu ne vous le dit pas. Et n'ayant jamais joué un divin, et n'ayant pas l'intention de jouer un divin, parce que gagner de la dextérité et de l'intelligence, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de jouer, j'ai pas testé. Vous avez les Orlans, de la même façon. Donc vous avez 2 sous-races. Les Orlans sauvages, lorsqu'ils ont été victimes d'une attaque de volonté, ils ont un bonus pour toute leur défense, donc pour tout leur jet de sauvegarde. Et l'Orlan du foyer, lorsqu'il attaque une cible qui est en assist avec un coéquipier, eh bien, il gagne un bonus de critique. Donc ça peut être pas mal. Après, le problème, c'est, comme dit, vous voyez, puissance moins 1. C'est un mec qui fait pas beaucoup de dégâts. Donc je trouve ça assez bizarre, le fait que il a un bonus qui soit basé sur une augmentation du critique, alors que clairement, il fait peu de dégâts. Mais en fait, il booste aussi les critiques de son équipier avec qui il attaque. Donc ça peut être intéressant. Voilà, après, elfes, les elfes, comme sous race, vous avez elfe des bois ou elfe pâle. L'elfe pâle, il a une résistance au feu et au givre. L'elfe des bois, il a un bonus de précision, de déviation et de réflexe. Donc c'est typique un archer, quoi, l'elfe des bois. À la grande surprise de personne, l'Omoa. L'Omoa, vous avez l'Omoa insulaire,
qui bénéficie d'un jeu d'armes supplémentaire. Parce que sur ce jeu, eh ben, vous avez plusieurs sets d'armes disponibles. C'est-à-dire vous pouvez avoir en set d'armes numéro 1 épée en bouclier, set d'armes numéro 2 un arc, set d'armes numéro 3 une arme à deux mains. Là, lui, il a un set d'armes supplémentaire. Bon. L'Omroa côtier, il a un bonus de protection contre le renversement et le stun. Ça peut être utile. Quant aux humains, les Suras, donc le peuple des prairies. Donc une fois qu'il passe en dessous de 50% d'endurance, il a des bonus de précision et de dégâts. Le peuple des océans. Après que leur endurance passe en dessous des 50%, il a un bonus de précision et de dégâts. Donc c'est la même chose, hein, que c'est l'esprit combatif. Et le peuple de la savane a la même chose. Donc les humains par contre, les Suras n'ont pas vraiment d'effet, sauf sur le skin de votre perso. Est-ce que vous voulez un mec plutôt type méditerranéen, plutôt un black, plutôt un mec chelou? Les seuls que j'ai pas encore vus sont les nains. Donc vous avez les nains des montagnes et le nain austral. Le nain austral, il a 15 points de précision supplémentaires contre les créatures sauvages ou primordiales. Et le nain des montagnes, il est robuste et vigoureux, protection contre poison et maladie. Ça par contre, je trouve que le bonus n'est pas fantastique. Mais on va quand même prendre ça, un nain des montagnes. Vous choisissez ensuite une classe. Donc les classes, il y en a 11. Barbare, paladin, incantateur, prêtre, clairvoyant, rôdeur, druide, bandit, combattant, magicien, moine. Donc chaque classe a sa propre description. Par exemple, le barbare, il a carnage. Donc comme j'indiquais, en fait, lorsqu'il frappe en mêlée, il fait automatiquement des dégâts, certes plus faibles, mais des dégâts à tous les ennemis autour de la cible. Donc c'est une petite AOE. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts, hein, mais et son rayon n'est pas énorme. Mais avec la stat intelligence, la caractéristique intelligence, vous allez augmenter le rayon de cette AOE. Ça peut être tout à fait intéressant. Notez que le barbare a un bonus en athlétisme et en survie. Donc athlétisme, c'est utile pour les dialogues. Il peut récupérer de l'endurance perdue à chaque combat. Et il peut, lors des dialogues avec les PNJ, essayer de les convaincre, mais via plutôt sa force physique. Survie, comme indiqué, ça permet d'avoir un éventail de bonus à long terme à chaque fois que vous campez. Donc les campements, c'est comme sur Baldur's Gate, hein. Régulièrement, votre groupe est un peu pas en bon état, donc vous allez camper pour vous mettre en forme. Sachant que sur ce jeu, le nombre de campements est limité. Vous ne pouvez pas avoir plus de 4 matériels de campement, me semble-t-il, à la fois. Mais donc avec survie, lorsque vous campez, vous pouvez avoir un bonus. Un peu comme sur Darkest Dungeon, certains personnages peuvent buffer les personnages lors du repos. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir que au rang 1, lorsque vous campez, vous pouvez bénéficier d'une réduction des dégâts après vous être réveillé, par exemple. Vous avez le paladin. À part ça, le barbare, c'est endurance beaucoup, santé beaucoup, précision moyen et déviation, donc tout ce qui va être parade ou blocage faible. Donc en gros, c'est un sac à PV, mais il bloque pas beaucoup. Le paladin, lui, athlétisme plus 2, donc tout comme le barbare, hein, costaud, tout ça. Et connaissance, puisque lui, c'est quand même un mec avec quand même certaines compétences ou connaissances cléricales, dira-t-on. Connaissance, c'est utile pour utiliser des parchemins. Plus votre score de connaissance est élevé, plus vous pouvez utiliser des parchemins puissants. Avec un score de connaissance faible, vous allez pouvoir utiliser des parchemins de faible niveau. Oui, parce que sinon, sans connaissance, vous n'utilisez pas les parchemins, c'est pas possible. Et puis, c'est aussi utile lors des conversations, bien sûr. Donc, endurance moyenne, il y a 42 plus 14 par niveau. Le barbare, c'est 48 plus 16 par niveau. Donc, il a plus de vie. Le barbare a santé 6 fois en endurance. Le paladin, 5 fois en endurance. Donc, il a moins d'endurance et son multiplicateur est plus faible pour la santé. Donc, il a beaucoup moins de santé qu'un barbare. Précision moyenne, 25 plus 3 par niveau. Lui, c'est la même chose. Et lui, déviation faible. Il doit avoir une déviation un peu plus élevée
Le paladin est un peu plus tanky. L'incantateur, lui, c'est un peu plus spécial. L'incantateur, c'est... en anglais, il s'appelle le chanter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mec dont la magie repose sur des phrases. En fait, il va chanter des phrases qui ont certains pouvoirs. Et donc en combinant ces phrases, il va pouvoir obtenir des points, une sorte de point de combo, si je dis pas de conneries. Et lorsqu'il a... enfin, des points de pouvoir, quoi. Lorsqu'il a suffisamment de points de pouvoir, il peut invoquer un esprit qui vient aider au combat. Donc c'est quelqu'un qui va psalmodier en continu, hein, le chanter, donc qui lui fait gagner des points de pouvoir, qui peut faire des buffs, etc. C'est assez compliqué à jouer. J'ai pas été impressionné. Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur la connaissance, donc les utilisations de parchemins et autres objets magiques, ainsi que la mécanique. La mécanique, c'est le désamorçage des pièges et le crochetage des serrures. Donc endurance très faible, santé faible, précision moyenne, déviation élevée. Donc le mec, il a un peu plus de parade, par contre, il est totalement en mousse. C'est un caster, mais un caster un peu bizarre. Le prêtre. Généralement, ça c'est classique. Donc le prêtre, comme compétence, il a rayonnement sacré qui peut augmenter l'endurance de ses alliés. Alors, ce jeu, par contre, il y a un problème pour moi, c'est la traduction. Les morts vivants ou autres sont traduits par vaisseau. Donc là, par exemple, il y a écrit dans la description tout vaisseau ennemi présent dans la zone reçoit des dégâts. Non, c'est pas les bateaux, hein, ce sont les morts vivants. Donc ça fait des dégâts de feu et peut faire peur aux morts vivants. Ça, c'est assez classique. Et selon votre alignement, l'effet de ce rayonnement sacré va évoluer. Et après, les prêtres ont des sorts offensifs et des sorts de buff. Ça, c'est pas nouveau, hein. Alors, initialement, leurs sorts peuvent être jetés un certain nombre de fois par repos. À mesure qu'ils augmentent, les sorts les plus faibles peuvent être utilisés lors des rencontres. Ça, si vous ne connaissez pas le jeu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, c'est-à-dire qu'au départ, tu as un système de sorts à la Baldur's Gate. C'est-à-dire, tu peux utiliser projectile magique 3 fois par repos, voilà. Mais après, il y a un truc assez essentiel sur ce jeu, c'est que les skills, de manière générale, sont limités en utilisation par combat. Et c'est ce qui va arriver par la suite. Donc une fois qu'il gagne en puissance, il aura plus cette limite de 3 par jour. Il pourra le lancer 20 fois par jour s'il le veut. Mais il y aura quand même une limite. C'est que tu seras limité à 1 ou 2 ou 3, une ou deux ou trois utilisations par combat. Par exemple, tu n'auras plus de limite au nombre de projectiles magiques que tu peux lancer par jour. Toutefois, tu pourras lancer que 1 par combat. C'est un exemple, hein, je ne sais plus si c'est le cas. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Donc, il y a comme cette limitation par combat qui fait que même à plus haut niveau et même lorsque tu peux lancer plus de sorts, tu peux pas non plus balancer 3 milliards de sorts. Donc lui, il a de l'athlétisme, le prêtre, donc il a un petit peu de puissance physique et beaucoup de connaissances, ce qui est normal. Une endurance très faible, le prêtre n'est pas un tank, santé faible, précision très faible, déviation faible. Donc vous voyez ici, il est faible, voire très faible dans toutes les stats. En d'autres termes, le prêtre, c'est pas comme le prêtre dans Baldur's Gate où au niveau 1, vous pouvez l'envoyer au cac sans problème, il va bien défoncer, voilà. Parce qu'il encaisse et qu'il peut porter de bonnes armures. Sur Pillars of Eternity, le prêtre, il encaisse que dalle. Le clairvoyant. Alors le clairvoyant, c'est une sorte de mage qui peut gérer l'esprit des gens. Donc il peut cibler des alliés et des ennemis avec des effets spirituels. Donc pour utiliser ces pouvoirs, il vous faut des points de pouvoir, des points de concentration, disons. Et vous pouvez acquérir de la concentration avec fouet de l'âme, donc c'est, je pense, le skill de base.
Donc le clairvoyant, il gagne de la furtivité, de la connaissance et du mécanique. Et il n'est pas extraordinairement puissant en combat, très faible en endurance, faible en santé, moyen en précision, moyen en déviation. Le rôdeur, l'archer, il a un compagnon animal. Donc il faut savoir que les compagnons animaux font pas lourd de dégâts, qu'ils encaissent bien. Par contre, si soit le rôdeur, soit le compagnon animal, il y en a un des deux qui tombe, ça fait de gros dégâts à l'autre. Donc il y a vraiment un lien à ce niveau-là. Donc furtivité et survie du côté du rôdeur. Donc l'archer, très faible en endurance. Santé élevée, précision très élevée, déviation moyenne. Donc ça c'est vraiment par contre un personnage de distance, hein, clairement le rôdeur. Le druide peut se transformer en une forme animale, ce qui lui permet d'avoir d'autres capacités et d'autres valeurs de combat. Ils ont accès à des sorts, tout comme l'éclair, et la magie fonctionne comme pour l'éclair. Alors le druide n'a que 1 en connaissance, mais il a de la survie. C'est quand même quelqu'un qui vit dans la nature, endurance très faible, santé faible, précision très faible, déviation moyenne. Mais tout ça, n'oubliez pas que le druide peut se transformer en cas de besoin. Le bandit. Donc le bandit techniquement c'est le voleur. Donc le bandit il a quoi? Il a attaque furtive. Ça c'est assez classique. Donc il a des bonus d'attaque lorsque la victime est incapacitée. Aveuglement, prise à revers, entrave, paralysie, pétrification, renversement, etc. etc. Et lors des 2 premières secondes de combat, il a également ce bonus. Donc il a un bonus de furtivité et un bonus de mécanique. La mécanique c'est pour désactiver les pièges. Très faible en endurance, faible en santé, très précis, très élevé en précision et faible en déviation. Donc c'est un personnage extrêmement fragile. Mais si vous essayez de créer des synergies avec des combos avec les combattants qui pourraient foutre les ennemis au sol, eh ben, vous pouvez réussir à faire pas mal de dégâts avec votre voleur. Le combattant, bah, c'est le guerrier. Récupération constante. Il régénère continuellement leur endurance pendant le combat, mais c'est vraiment très très lent. Hein, donc voilà. Ils ont de l'athlétisme, de la connaissance, de la survie. Alors oui, les guerriers ont de la connaissance, ils peuvent utiliser le parchemin. C'est spécial, hein. Endurance moyenne, santé élevée. Donc on est comme sur un paladin, hein, endurance moyenne, santé élevée, précision moyenne. Et sauf que là, le guerrier est précision très élevée et déviation très élevée. Donc le guerrier touche plus facilement et il a des jets de sauvegarde de déviation beaucoup plus élevés, hein, genre parade et blocage quoi. Par rapport à un barbare, il encaisse beaucoup moins. Il n'a pas les dégâts AOE, par contre le barbare en précision il est moyen, 25 plus 3 par niveau, et le barbare est faible en déviation. Lui en précision il a 5 de plus que le barbare, donc un guerrier niveau 1, il a quasiment la même précision qu'un barbare niveau 3. Pour bien fixer l'idée quoi, donc le guerrier touchera clairement beaucoup plus, mais il encaisse clairement beaucoup moins. Le magicien, bah, est-ce la peine qu'on le présente? Assaut ésotérique, c'est une attaque moyenne portée qui fait des dégâts sur zone réduite et peut étourdir les cibles. Et tout un arsenal de sorts. Donc pour apprendre des sorts, il faut qu'ils achètent des grimoires hein, qui vont contenir les sorts ou qu'ils lootent des sorts. Des grimoires, pardon. Connaissance et mécanique, oui, parce que le magicien est capable de désamorcer les pièges. C'est bien connu. Donc au niveau des stats de combat, il est très faible partout, sauf en santé, où il est juste faible. Enfin, le moine. Alors, le moine, c'est quelqu'un qui, classiquement, va essayer de se battre sans armes. Donc, lorsque les moines ne sont équipés d'aucune arme, leurs attaques sont exceptionnellement puissantes et les dégâts qu'elles infligent augmentent au fil des niveaux. C'est classique. Blessures, lorsqu'un moine subit des dégâts, leur douleur génère des blessures. Ces blessures peuvent être utilisées pour renforcer les capacités spéciales du moine. Donc, un moine, pour donner son plein potentiel, il faut qu'il en prenne plein la gueule. C'est donc une classe que j'aurais tendance à utiliser avec beaucoup de méfiance. Parce que être obligé d'en prendre plein la gueule pour donner mon plein potentiel,
comme qui dirait, c'est quand même risqué. Surtout sur un jeu comme Pillars of Eternity où tu as vite fait de te retrouver par terre, hein, parce que voilà. Surtout avec endurance moyenne, alors santé très élevée, hein. Encore heureux, puisqu'il faut que tu en prennes la gueule. Endurance moyenne, précision très élevée, déviation élevée. Un moine, ça, ça me ferait presque, ça me tenterait presque, je dirais, un moine. Mais bon, après tout, moi je suis un barbare. Alors vous choisissez, vous avez deux capacités possibles. Frénésie, vous l'utilisez, vous voyez, c'est noté ici, vous pouvez l'utiliser une fois par rencontre, une fois par combat. Ça vous donne puissance plus 4, constitution plus 4, vitesse d'attaque plus 33%, déviation moins 10, santé et endurance masquée. C'est la rage berserker, classique, hein, vous tapez beaucoup plus fort, vous encaissez mieux, vous tapez beaucoup plus vite. Par contre, vous parez plus rien, vous bloquez plus rien et vous ne savez pas où vous en êtes de votre vie. Donc c'est toujours un peu compliqué. L'autre capacité, c'est hurlement barbare que vous pouvez utiliser 2 fois par combat. Donc sur une zone de 5 mètres autour de toi, ça peut créer, ça peut faire la peur. Ça peut faire peur, voilà, faire fuir tes ennemis. Et pour que tes ennemis réussissent à ne pas avoir peur, il faut qu'ils opposent leur stat volonté contre ta stat précision. Et il y a un jet de dés qui est fait, modifié par l'écart entre ta précision et sa volonté. Ok, si on prend maintenant les autres classes, paladin, t'as quoi paladin comme capacité? Alors t'as plusieurs ordres de paladin en fonction de ce que tu veux. Porteur de bouclier de Saint-Éclat, honnête, diplomate. Il ne peut pas être cruel et agressif. Non, mais s'il vous plaît. Marcheur austère, il va être cruel et agressif. Il ne peut pas être charitable. Voilà, ça c'est classe. Et vous choisissez donc après votre capacité. Hein, par exemple, pour ce paladin plutôt cruel et méchant, vous pouvez avoir 2 fois par combat, vous pouvez lancer un buff qui fera des dégâts de feu supplémentaires à vos armes. Ainsi que, donc protection contre déviation, dégâts brûlants plus 50%, précision plus 20, voilà. Ou alors l'imposition des mains, le très classique, ça rend 54,9 points d'endurance en 5 secondes à vos alliés, sachant que l'endurance c'est les points de vie de combat. J'y reviendrai. Si vous prenez un Darkozi Paladini, passionné, malin, mais il ne peut pas être cruel et stoïque. Vous avez la même chose, un flamme de dévotion et imposition des mains. En fait, ça sont les 2 capacités de paladin de base. Si maintenant vous décidez d'être chanter, vous avez des phrases à choisir. Donc il y a plusieurs niveaux de phrases. Bah, c'est comme la magie en fait. Hein. La seule différence, c'est que votre personnage est constamment en train de réciter sa magie pour que l'effet soit constant en fait, tout simplement. Et vous pouvez enregistrer une série de phrases, une sorte de macro, où vous allez pouvoir donner plusieurs phrases de suite pour faire, mettons, 3 phrases qui vous donnent un point de pouvoir, puis terminer par une phrase qui, elle, va faire une invocation. Donc plutôt que de devoir sélectionner chaque phrase, voilà, vous mettez en place une espèce de chanson que vous créez. C'est du macro, quoi, pour avoir l'effet que vous voulez. Donc vous avez Benny était Wendrick le plus rapide de sa tribu, qui... pendant 2 secondes, va augmenter la vitesse de déplacement de tout le monde, ainsi que les jets de réflexe. Bord émoussé et extrémité épointée. Ça augmente les dégâts tranchants. Ça réduit, pardon, les dégâts tranchants et perforants des ennemis. Épaisse devant leur langue et confuse leurs paroles, ça réduit la concentration, donc ça réduit les chances d'échec de sort des casteurs adverses. Venez, venez, d'où vent de la mort, ça fait un dot, qui est pas lourd, hein. Endurance moins 2 par 3 secondes, c'est vraiment pas lourd. On voit leurs camarades et leur courage, ça donne de la robustesse et de la volonté, donc ça augmente les jets de sauvegarde pour tes compagnons. Donc là, clairement, vous voyez que le chanter, c'est
un personnage de support, clairement. Le prêtre, bon, bah, lui, c'est les sorts. Donc, vous voyez, le prêtre, directement, on n'a pas de capacité spéciale. Hein. Le clairvoyant, lui, il a ses sorts psy. Donc, vous choisissez ses pouvoirs psy. Vous avez champ antipathique, qui fait des dégâts corrosifs. Et la personne qui subit ces dégâts, donc vous voyez là on est à 13-21 dégâts, hein, comparé aux 2 points de dégâts en dot du chanter, vous comprenez que le chanter c'est minable. Et donc là ça cible quelqu'un, ça lui fait des dégâts corrosifs, et pendant 12 secondes ça augmente les dégâts que cet ennemi subit. Donc là déjà on a un sort très intéressant, frappe oculaire, qui peut faire l'aveuglement sur les ennemis. Donc si vous avez un voleur dans votre groupe, c'est très sympa parce qu'après ces attaques sont des attaques furtives. Vague mentale qui fait des dégâts aux ennemis. Donc c'est une AOE, me semble-t-il. C'est un cône d'effet. Hein, et qui peut renverser les ennemis. Donc les dégâts peuvent être résistés par un jet de volonté des adversaires. Et le renversement peut être résisté par un jet de robustesse. Bon, on va pas revenir sur tous les sorts, mais voilà, vous avez donc des sorts mentaux, donc pour faire des dégâts ou pour avoir des debuffs avec le clairvoyant. Le rôdeur, capacité de départ, il peut avoir coup blessant, utilisable 2 fois par rencontre. Donc ça peut entraver la personne, donc ça peut bloquer la personne, l'empêcher de se bouger, de se déplacer. Si elle rate son jet de sauvegarde de robustesse. Et de votre côté, par contre, ça fait des dégâts supplémentaires à votre cible. En faisant des dégâts en dot. Point marqué, vous pouvez l'utiliser une fois par combat. Ça marque l'ennemi. Bon, donc ça fait un bonus de dégâts pour le rôdeur et pour ton compagnon animal. Donc ça, c'est le skill de base du rôdeur, je dirais, parce que forcément, vu que tu fais pas des dégâts énormes le reste du temps. Le druide, lui, il a les transformations. Donc vous choisissez au niveau 1 une transformation. Au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux, vous allez peut-être gagner d'autres transformations, ça je ne saurais dire. Donc ours, sanglier, chat, cerf, loup, hein, selon l'effet que vous souhaitez. Le voleur, lui, il a soit frappe handicapante, qui permet d'entraver, c'est un peu la même chose que pour l'archer, hein. Ça entrave et ça fait des dégâts supplémentaires à la cible, donc c'est vraiment comme l'archer, sauf que là les dégâts supplémentaires c'est pas des dots. Et frappe aveuglante, qui là encore peut aveugler l'adversaire s'il rate son jet de sauvegarde, ce qui du coup vous permet derrière d'avoir des attaques d'opportunité. Des attaques furtives. Le combattant, lui, il a renversement, qui comme son indique permet, si la cible rate son jet de sauvegarde, de mettre la cible au sol, utilisable 2 fois par combat, et qui fait en plus un peu de dégâts, et qui augmente les dégâts que la cible va subir. Barrage discipliné, ça augmente votre précision brièvement, bon, enfin pendant 15 secondes, hein. Donc pendant une fois par rencontre, si vous le souhaitez, donc vous pouvez avoir un bonus aux chances de toucher. Le magicien, bon bah c'est de la magie, on va pas revenir dessus. Et le moine, il a alors frappe rapide ou bras du tourment. Frappe rapide, ça permet d'augmenter, donc il faut une blessure. À chaque fois que vous avez une blessure, vous pouvez lancer ce skill qui vous permet de frapper plus vite. Hein, 25 secondes de vitesse d'attaque en plus, c'est pas mal. Et l'autre, c'était bras du tourment. Requiert une blessure mêlée uniquement. Donc c'est une AOE. Donc qui réduit la puissance des ennemis. Donc réduit les dégâts des ennemis. Et qui leur fait des dégâts. Ça fait des petits dégâts et ça réduit les dégâts des ennemis. Je veux dire, un moine avec frappe rapide, ça donne presque envie de tenter quand même. Par contre, il faut que tu prennes des baffes. Moi, ce qui me fait chier, c'est ça, c'est ton perso, il doit prendre des baffes, alors qu'il est clairement moins endurant qu'un combattant, quoi.
Et ça, c'est pas cool. Donc c'est le cœur du jeu du... C'est le cœur du jeu du moine. Le moine doit prendre des coups. Mais j'ai du mal avec la notion que le mec son but c'est de prendre des coups alors qu'il a une endurance moyenne. Je veux dire, bon tu me diras, il a autant d'endurance qu'un guerrier. Hein. Qui a plus d'endurance que ça? Ah, le seul qui a plus d'endurance que ça, c'est le barbare. Hein. Donc finalement, c'est pas si mal. Hein. Même si c'est estampillé moyen, il a autant d'endurance qu'un paladin ou qu'un guerrier. Hein. Sur la première partie, mon perso principal était en combattant. Bon, je dois avouer, le renversement peut être utile. Après, je sais pas si je reprendrai un combattant ou un barbare. Bon, plutôt pas un combattant. On va peut-être prendre un moine. Allez, soyons fous. Avec frappe rapide. Du coup, le moine, il faut de la puissance, de la constitution et de la dextérité. La dextérité, c'est la vitesse d'action. Donc forcément, c'est la caractéristique principale, quoi. Et c'est là que c'est quand même moyen, parce que si tu veux faire un moine, prends pas un nain, quoi. T'as 15 points de stats hein, à augmenter. Si on fait puissance 16 pour qu'il tape plus fort et dextérité 16, il a plus 18% en vitesse d'action. C'est pas mal. Il a réflexe plus 12, donc il a de très bons réflexes pour ses jets de sauvegarde. Constitution 15, ça donne plus 25% en endurance et santé. C'est pas mal. Si je décide de réduire l'intelligence, c'est la zone d'effet, la détermination, la perception, c'est la précision, donc on va certainement pas réduire ça. Si je réduisais l'intelligence de 2 points pour mettre 2 points en constitution, il aurait 35% d'endurance et santé en plus. On peut faire comme ça. On va essayer, hein. Je veux dire, l'intelligence c'est l'effet de la durée des capacités. Non, c'est pas bon parce que il a besoin d'avoir des capacités comme ça. On va essayer de mettre ça. On va voir. On va essayer de partir comme ça. Alors, donc tu as tes stats. Et derrière, tu dois choisir tes cultures. Donc la culture, ça va te donner des bonus. Par exemple là, c'est détermination plus 1. Courage d'un personnage, donc ça te ferait 11 en détermination. Archipel du feu éteint, c'est dextérité plus 1. Là tout de suite, c'est intéressant. Plaine d'Ixamil, c'est détermination plus 1. Valia l'ancienne, c'est intelligence plus 1. Roi-taille, constitution plus 1. Terre vivante, puissance plus 1. Ou blanche détendue, perception plus 1. On va partir sur dextérité plus 1 parce qu'apparemment c'est un personnage qui doit être dextre. Antécédent. Vous choisissez l'antécédent de votre personnage. Ça peut être pour le RP. Ça peut être utilisé dans certaines conversations, mais c'est surtout que ça donne des bonus. Par exemple, aristocrate, c'est connaissance plus 2. Moi, honnêtement, je sais même plus ce que ça fait moine, d'ailleurs, en termes de stats. Furtivité, athlétisme, survie. C'est pas terrible tout ça. Alors, culture, on a dit archipel du feu éteint. Et ensuite, donc aristocrate, connaissance plus 2, vagabond, furtivité plus 1, mécanique plus 1, explorateur, connaissance, survie, chasseur, furtivité, survie, ouvrier, athlétique, mécanique, je pense que c'est ouvrier que je vais prendre. Quoique mécanique, est-ce que je vais prendre un voleur ou est-ce que je vais essayer de déverrouiller les pièges moi-même?
La question c'est ça, c'est quelles sont les compétences que je vais prendre. Un voleur, ça me botte pas plus que ça, je veux dire, sur ce jeu. J'ai tendance, sur les jeux où un voleur peut être remplacé par quelqu'un d'autre, sur le déverrouillage des serrures et le crochetage du piège, à pas prendre un voleur et le remplacer par quelqu'un d'autre. Mercenaire, athlétisme, connaissance. Marchand, connaissance mécanique. Pilleur, furtivité, athlétisme. Et esclave, athlétisme, survie. Non, on va partir sur un ouvrier. Et après, vous choisissez votre portrait. Donc, vous avez plusieurs têtes. Enfin, plusieurs... En tête, il n'y en a que 3. Hein. Cherchez pas, il n'y en a pas beaucoup. Vous choisissez votre pilosité faciale. Bon, faut avouer, graphiquement, il n'est pas très joli et les effets sont pas magnifiques. Hein. Voilà, on va prendre quelque chose d'assez classique. Niveau des cheveux, mec. Ouais, on a un crête. On est sur Warhammer. Ça rend pas terrible, hein, les coupes de cheveux. Allez, on va aller chercher le nain à crête, là. On va pas lui choisir les cheveux rouges, par contre. La peau, on va la prendre un peu plus claire. On peut pas. Ah, c'est pas grave. Bah, du coup, la crête, il faut pas la prendre noire, c'est moche. Ça va pas du tout. On va prendre noir, mais la peau, on peut pas avoir quelque chose d'autre que ça. Ouais, on va prendre ça. T'as une peau un peu dorée, mec. Et ouais, mec. Au niveau du portrait, il y a 79 portraits. C'est pas tous des nains. Hein. Ouais, par exemple, je peux prendre ce superbe portrait de Legolas. Pour un nain, c'est classe. Donc les portraits de nains, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En même temps, il y a 79 portraits, mais il y a la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Vous avez 40 portraits par sexe. Et vu le nombre de races que vous avez, je crois qu'il y a 6 ou 7 races, pour un sexe donné et pour une race donnée, ça laisse pas beaucoup de portraits. Donc dans l'absolu, vous avez beaucoup de portraits, mais dans la réalité, des portraits vraiment exploitables, vous en avez pas mal pour les humains. Ou les humanoïdes, mais pour les nains, par exemple, il n'y en a quand même pas beaucoup. Pour les divins, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même quelques-uns, mais pas non plus tant que ça. Oh, des têtes de cul, c'est non? Bon, c'est des portraits qui sont un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Ça, c'est le portrait qui va pour toutes les races. Alors, c'est un moine, hein, notez un moine avec une armure. Bon, ouais. Alors, voix mielleuse. Hey there. Now I am the leader of the group. Stand together, nice and slow. Huh? Follow me. Let's go! Oh mon Dieu. Quickly and quietly. I'll lead the way. Death to our enemies. Easy now. I'm here. I shall lead us. They'll never know I'm here. Non, on va pas prendre une voix de femme. Yeah? Watch and learn. Show them how it's done. I'll take a peek. Hey there. Alors, soit mielleux, soit noble. Leading the way. The better part of valor. I'm here. On va prendre un noble. Et on va l'appeler comment, notre nain? Ah, moi, je vous le dis. On va l'appeler Valandril. C'est pas un nom de nain, on s'en fout. Voilà, donc au bout de 50 minutes, nous avons un personnage.
Lançons-nous donc dans l'aventure. Le maître de caravane finit par s'adresser au groupe. Voilà. Alors il y a beaucoup de blabla. Hein. Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Donc les voix sont en anglais, les textes sont en français. Whole area's crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Donc là, la personne, le maître caravane, t'explique que la caravane a été obligée donc de s'arrêter à proximité de ruines et qu'il y a des autochtones qui habitent ici et que pour eux, ces ruines sont des terres sacrées. Hein, et donc, ils recommandent fortement de se tenir à l'écart de ces ruines. Tonight, everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Vale's less than a day out. Understood? Touch of the rumbling rot, could be. There's a stinging beetle round here, carries it. You'll be fine once it passes your innards. Unless you don't drink water, of course. Which case you'll be dead in a day. Et par contre, vous apprenez tout de suite que votre personnage est malade. Il est en train de vomir ses tripes ou d'avoir la chiasse. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it. I know you want to hunt before it gets much darker. Let's see about refilling our water first. Got a sick one here. Et du coup, il t'indique qu'il y a des baies dans le coin qui peuvent t'aider à aller mieux. Tu vois, ces baies vous donnent des crampes si vous la mangez, mais les pionniers l'infusent en thé, ça calme les entrailles. Ça devrait vous faire passer la nuit. Donc il faut aller chercher de ces baies. Pendant que lui va chercher de l'eau. Ça c'est la partie un peu tutoriel du jeu. Alors où puis-je trouver ces baies? Donc on peut lui demander ce que c'est que ces rochers qui dépassent du sol, est-ce que c'est dangereux par là-bas, où sont les ruines, ou que sont ces ruines, etc. Bon, prenez quelqu'un avec vous, vous n'êtes pas inquiétant de son défense, mais si vous mourrez, j'ai pas envie d'aller chercher votre cadavre. Donc il va me donner un compagnon, Kaliska, qui est un guerrier. Donc qui a l'air assez réticente. Mais elle va venir quand même. Et t'as un marchand, Eodan, qui peut te vendre du stuff. You heard the man. Let's get going before you keel over. Alors, l'interface est des plus dépouillées. Donc là en bas, vous avez le log. Là, vous avez l'interface du jeu. Et là, vous avez votre groupe de personnages. Donc pour l'instant, vous avez l'IA du groupe qui est active. Et donc vous avez vous-même Valandry, endurance 55, santé 328, et Kaliska, endurance 51, santé 253. Alors, je vais revenir sur l'endurance et la santé, parce que je ne l'ai pas encore fait et qu'il est temps que je le fasse. Vous voyez, à côté de vos portraits, il y a une barre verte. Cette barre verte, c'est votre endurance. Mais en même temps, quand vous allez prendre des coups, vous allez avoir un voile rouge qui va commencer à recouvrir votre personnage. Ça, c'est votre santé. Lorsque votre endurance, vous en avez beaucoup moins que la santé. Donc à chaque fois que vous prenez un coup, l'endurance et la santé baissent toutes les deux. L'endurance va arriver à 0 en premier. Une fois que l'endurance arrive à 0, votre personnage tombe au sol inconscient. Il se relèvera après le combat si son endurance tombe à 0. Toutefois, et son endurance sera remontée. Mais son endurance sera remontée à hauteur, me semble-t-il, de ses points de vie. Donc si sa santé, elle est à 50%, quand il va se remonter, son endurance, elle va remonter à 50%, et elle n'ira pas plus loin. Par contre, la santé, donc vous vous relevez, au prochain combat, vous continuez à vous battre, vous avez moins d'endurance, forcément. Admettons que vous êtes à nouveau foutu par terre, votre endurance, elle est à 0, votre santé elle-même, elle continue à descendre.
Si jamais votre santé arrive à 0, vous pouvez être soit gravement blessé, donc une blessure handicapante qui vous fera des malus aux caractéristiques, aux jets de sauvegarde, etc. Soit vous pouvez tout simplement être définitivement mort. Donc la mort ne vient pas lorsque l'endurance arrive à 0. Votre barre verte, si elle arrive à 0, vous n'allez pas mourir. Vous allez vous relever et puis vous aurez perdu de la santé, mais vous aurez encore la santé et vous aurez votre endurance qui pourra remonter à un certain niveau. Donc sur ce jeu, il faut se dire que vos personnages vont régulièrement se faire foutre par terre et hors de combat. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront morts. Par contre, vos personnages ne sont pas immortels, vous et vos compagnons. Donc si vous faites foutre par terre 2 ou 3 fois, là il va être temps de se reposer. Au niveau de l'interface, un bouton attaquer, un bouton arrêter, annuler l'action en cours, un bouton sélectionner tout le monde, un bouton formation, comme sur Baldur's Gate, un bouton camper, je n'ai pas de matériel de campement, il faut acheter du matériel de campement pour camper et vous êtes limité, me semble-t-il, à 4 matériels de campement, un bouton furtivité, enfin reconnaissance. Donc c'est à la fois la furtivité et la recherche d'objets et de pièges. Donc quand vous êtes en mode reconnaissance, clairement, c'est voilà. Vous voyez ici les... Yes? Vous avez un œil sous le personnage. C'est l'indicateur pour savoir si vous avez été repéré par quelqu'un. Si vous êtes assez loin de tout le monde et voilà, mais là ce ne sera pas le cas. Voilà, vous voyez, là je suis caché. Le rond sous le personnage devient vide. Par contre, là, quelqu'un est en train de me repérer, le rond devient jaune et il est en train de se vider. Donc là, c'est bon. Je suis caché. Maintenant, si j'avance, quelqu'un me repère, le rond devient jaune, puis devient rouge. Et une fois qu'il est rouge entier et qu'il y a un œil, c'est-à-dire que j'ai été repéré. Voilà. L'inventaire. Alors, j'ai quoi? J'ai promesse de Gone. C'est un anneau qui donne promesse de Gone. 2 fois par repos. Ça le protège. Et vous avez un porcelet spatial miniature géant. Donc le côté spatial miniature géant, ça va forcément vous rappeler quelque chose. N'est-ce pas? Le clin d'œil à Boo, le familier de Minsk, bien sûr, c'est Baldur's Gate. Il est plus que total, il est plus qu'assumé. Voilà, c'est un jeu qui se voulait fils spirituel des Baldur's Gate. Et du coup, on a ce porcelet spatial, qui n'est qu'un pet, qui ne sert à rien. Voilà, il est là, c'est cool, ok. Vous avez la fiche de personnage. Santé, endurance, les dégâts que vous faites. Ici, votre apparence. Vous pouvez changer de portrait, de voix. Le comportement IA, pour l'instant, j'ai pas de comportement spécifique. C'est là que vous changez le script. Comme sur Baldur's Gate, vous changez les scripts. Précision, concentration, ça c'est la probabilité d'interruption des sorts ou autre. Les défenses, donc j'ai 25 de défense en déviation, 39 en robustesse, 34 en réflexe, et 20 en volonté. Réduction des dégâts 6, j'ai 9 contre les dégâts tranchants et 3 contre les dégâts corrosifs. À cause de l'armure. Ici, vous voyez donc vos caractéristiques avec directement à côté. Ce qui est sympa, plus que sur un Baldur's Gate, directement les bonus qui sont accordés, sachant que, me semble-t-il, que vous pourrez augmenter des points de caractéristiques avec des level up. Je ne sais plus à quelle fréquence. Donc la puissance, c'est dégâts plus 15%, robustesse plus 10, constitution, c'est de la robustesse, de l'endurance et de la santé, dextérité, c'est de la vitesse d'action des réflexes, perception, de la précision, etc., etc. Vos compétences, furtivité, athlétisme, connaissance mécanique, survie. Et les effets actifs, donc étrange maladie, donc concentration -3, robustesse -3, robusté vigoureux, défense plus 20 contre la maladie et le poison, plus 0 précision sans arme, dégâts sans arme, plus 2,3. Capacité, elles sont là. Promesse de Gone, endurance plus 17,3. Ça régénère une portion de l'endurance à chaque fois que tu l'utilises. Promesse de Gone,
Tu peux l'utiliser 2 fois par repos, donc c'est un soin très léger. Hein. 17 d'endurance, tu commences avec 55, c'est pas lourd. Ici, tu as toutes les stats. Un truc que j'aimais bien sur Baldur's Gate. Hein. Réputation, temps écoulé, depuis combien de temps tu es dans le groupe, nombre d'ennemis vaincus, etc., etc. Tu peux voir la même chose pour Kaliska. Tu peux voir qu'elle a 17 en puissance, 14 en constitution, 10 en dextérité, 12 en perception, 12 en intelligence, 13 en détermination. Donc elle tape clairement plus fort, mais quoique 13 à 21 en dégâts, moi j'ai 14 à 20, donc on fait les mêmes dégâts. Donc vous voyez ses stats à elle, hein. Titre individuel, ses stats du groupe. Voilà, voilà, voilà. Ici donc la carte, si chère à notre amie Dora l'exploratrice. Le journal avec les quêtes. On n'est pas de quêtes, hein, donc là vous avez un moment de répit, Val Doré, etc. Le journal des quêtes, je trouve qu'il est plutôt pas mal. L'encyclopédie, bah, c'est toutes les aides sur le jeu. Le journal, bon, ça c'est les notes. Ça c'est les notes voilà, que tu peux créer. Et ça c'est les notes automatiques prises par le jeu. Ça c'est le bastion, la forteresse. Vous n'avez pas encore la forteresse. Vous ferez l'acquisition à un moment donné d'une forteresse. C'est un château où vous pourrez construire des défenses et faire des améliorations. Et ce château pourra régulièrement être attaqué par des bandits ou des mercenaires. Et vous pourrez aller le défendre. Et enfin, les options. Donc l'interface, honnêtement, je trouve que l'interface, elle est ultra succincte, mais elle est plus que suffisante. La touche espace pour mettre en pause, bah, vous allez jouer à Baldur's Gate, voilà, vous savez jouer à Pillars of Eternity. Et donc mon personnage, quand je le sélectionne, je vois jeu d'armes. Comme je vous indiquais, donc vous pouvez avoir plusieurs jeux d'armes. Donc une arme, mettons un jeu d'armes épée bouclier, un jeu d'armes arc, un jeu d'armes épée à deux mains, par exemple. En capacité, Yes? j'ai quoi? Objet équipé, j'ai promesse de Gone, que je peux utiliser. Et j'ai second vent, que je ne peux utiliser qu'en combat. Second vent, ça me rend 34 d'endurance. Voilà, je peux l'utiliser une fois par combat. Et j'ai frappe rapide qui requiert des blessures. Donc j'ai jamais joué cette classe. On va voir si ça vaut. Elle en capacité, donc on peut lui parler hein, si on le souhaite. Elle a second vent et elle a renversement qui est une capacité fort utile. Bien. Yes? Alors par contre, elle est toujours en mode furtif. C'est pas nécessaire. Let's keep quiet. Alors, Alt, ça vous met en furtivité. Ok. C'est la touche Tab. Vous avez joué à Baldur's Gate, voilà. Qui vous permet d'avoir les informations, d'avoir en surbrillance tout ce qui est à trouver. Donc ici, des trucs d'informations. Là, par exemple, on voit qu'il y a un coffre à looter. Donc il y a 10 pièces de cuivre ainsi qu'une potion de régénération mineure. Alors vous pouvez choisir à qui la donner. Ou alors vous avez la réserve. Alors la réserve, on y viendra. Et on va d'ailleurs y venir tout de suite. La réserve, elle est là. C'est là que vous allez stocker la quasi-totalité de votre stuff. Et vous y avez accès n'importe quand. Hein. Je veux dire, par exemple, cette potion-là, si jamais en réserve, voilà, elle est en réserve. Donc mon personnage ne l'a plus. Par contre, elle... Ah bah voilà, elle est là, pardon. Si je cherche pas dans le bon onglet. Elle peut la prendre et elle peut l'utiliser. Je veux dire, la réserve, c'est généralement là que vous allez stocker tout votre stuff. Parce que vous n'allez pas dire, attendez, à qui est-ce que je fais looter, à qui est-ce que je donne ça. Non, vous foutez tout dans la réserve, vous ne faites pas chier. Et après, bah, vous regardez directement dans la réserve ce que vous avez. Donc on a une potion de régénération qu'on va donner plutôt à Valandry parce que c'est le héros du jeu vidéo. Artisanat, alors vous savez faire, enfin vous avez des recettes hein, de craft. Voilà, vous pouvez crafter des choses. Parchemin de missiles mineurs, voilà. Potion niveau 1, si vous voulez faire une potion, je sais pas moi, de pied léger. Donc qui augmente votre vitesse de déplacement. Il faut un corail de grotte, une agate, une oreille de skuldre et 60 pièces de cuivre. Voilà, potion de soin mineur, il faut un champignon flèche de colon, une améthyste, un cuivre liant, 60 pièces de cuivre. Donc vous voyez,
C'est un jeu qui, après, a quand même des mécanismes assez bien faits et qui est tout à fait Baldur's Gate dans l'âme, hein, dans l'esprit, par rapport à ces mécanismes. Après, moi, c'est plus la manière dont le combat est géré, parce que, vous allez voir sur ce jeu, comme j'ai dit, les monstres ne donnent pas d'XP. L'XP vient des quêtes et également de l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie, vous allez avoir le bestiaire ici qui va se remplir. Au fur et à mesure que vous allez affronter des monstres, les nouveaux monstres vont apparaître dans le bestiaire. Et généralement, les 10 premiers exemplaires d'un nouveau type de monstre va vous donner de l'XP parce que c'est l'XP du bestiaire en fait. Et dès que vous aurez atteint cette limite, mettons, vous trouvez un, je sais pas moi, un rat géant, vous en tuez 10, vous en tuez un, vous allez avoir de l'XP parce que ça met des infos dans le bestiaire. Et au bout de 10 tués, bah, il n'y aura plus rien dans le bestiaire et du coup, ça va plus rapporter d'XP quoi. Donc ouais, c'est ça pour moi c'est une grande différence avec Baldur's Gate et c'est vraiment pas une différence je veux dire insignifiante hein, le fait que vous gagnez pas d'XP en tuant les mobs parce que du coup bah vous n'avez pas envie d'aller tuer tous les mobs de l'univers quoi, ça sert souvent à rien. Quand vous tuez un mob, c'est pour avoir son loot ou pour aller chercher quelque chose derrière ou pour faire une quête. Et bon, ça c'est vraiment, pour moi, c'est un mécanisme vraiment pourri. Parce que pour la peine, c'est un mécanisme qui tend à brider votre liberté de progression. Vous ne pouvez pas faire comme sur un Baldur's Gate 1 sur lequel vous pouviez juste aller aux mines de Nashkel pour contenter un peu tout le monde au départ et puis après vous visitiez toutes les maps. Et vous pouviez commencer par plein de maps différentes et vous alliez faire de l'XP en bâchant des mobs, ce qui vous permettait d'avoir un peu une liberté dans votre progression de votre exploration. Vous n'étiez pas obligé de commencer par une map, puis une autre, etc. Sur Pillars of Eternity, ben, comme vous ne gagnez pas d'XP en bâchant, vous ne pouvez pas vous dire je vais sur telle map, je bâche plus ou moins, je fais plus ou moins d'XP, et du coup après je progresse à plus ou moins grande vitesse. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Alors, le tutoriel, on le fera sur la prochaine vidéo. Ça, c'était juste une vidéo de création du personnage. Encore une fois, je ne ferai pas un let's play complet sur ce jeu. C'est un jeu qui ne m'a pas plu, je vous le redis. Mais je vais essayer d'être le plus neutre possible dans ces quelques épisodes que je vais faire dessus. Et puis, bah écoutez... dans tous les cas, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!